On apprend le lobbying, on apprend l'influence, on apprend à faire passer les idées. Je m'appelle Alice de Casanove et je suis heureuse de partager avec vous l'interview du fondateur d'Innovation Way, une spin-off de l'équipe de recherche sur les processus innovatifs, RPI, de l'Université de Lorraine. Je m'appelle Johan Claire, je suis trentenaire, papa de 2 enfants, j'habite dans le Grand Est. Professionnellement, je dirige une société qui s'appelle Innovation Way. Je crois que je suis partie des gens qui pensent qu'innover est quelque chose qu'à défaut de maîtriser, en tout cas qu'on est capable de comprendre et d'organiser. Je pense que l'innovation est une science. À travers mes études, un diplôme d'ingénieur en innovation, un master de recherche en management de l'innovation en plus, j'ai découvert qu'il existait beaucoup de méthodes et qu'on pouvait aider les entreprises très concrètement à mettre en place des dynamiques d'innovation. Et notamment que la recherche avait permis de créer un certain nombre de modèles, d'outils, de méthodes pour faire ça de façon concrète. Seulement, ils sont pas toujours très forts pour diffuser leurs résultats, les chercheurs. Et donc, j'ai créé Innovation Way avec cette vocation d'agir sur plus d'entreprises, toujours en agissant voir mon impact à moi, mais sur plus d'entreprises. Et donc, Innovation Way, le baseline, c'est outils et méthodes pour l'innovation. Et on propose donc des outils et méthodes issus de la recherche. Principalement, on adresse ces outils aux structures qui elles-mêmes accompagnent les entreprises en innovation. J'ai cette volonté de diffuser ces outils et méthodes issus de la recherche aux structures d'accompagnement en innovation, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics, pour avoir plus d'impact finalement au niveau de la société, en changeant ce métier de l'innovation et en le rendant, je crois, plus efficace lorsqu'il s'appuie sur des outils opérationnels. Alors là, il faut qu'on fasse une pause. Je dois vous expliquer que j'ai rencontré Johan lors des travaux de normalisation sur le management de l'innovation. En effet, depuis 2013, j'ai l'honneur de présider le comité ISO de management de l'innovation. Et cela nous a permis de développer la famille des normes ISO 56000. Maintenant, je laisse la parole à Johan qui va nous raconter son expérience de normalisation du management de l'innovation. Alors à l'époque, je travaillais justement en chambre de commerce et j'avais pour ambition déjà d'outiller cette approche conseil. J'étais un peu agacé de voir beaucoup de consultants qui fonctionnaient exclusivement à l'expérience et qui est intéressante souvent, mais sans le bagage scientifique, outils, méthodologiques qui allait derrière. Donc je cherchais à développer des outils et j'ai entendu parler par contact finalement de cette commission de normalisation qui cherchait justement à établir des référentiels de bonnes pratiques en lien avec le management de l'innovation. Et donc j'y suis venu au départ pour apprendre et pour donner de la légitimité à ce que je faisais, en se disant s'il y a d'autres gens qui pensent comme ça, qui pensent qu'on peut développer des outils, qu'on peut structurer les choses sans l'enfermer. Ça m'intéressait vraiment de pouvoir échanger avec. Et très content de l'avoir fait parce qu'au final, effectivement, j'ai beaucoup appris. J'ai eu l'impression d'apporter aussi rapidement des choses, de pouvoir échanger avec des gens et co-construire finalement des référentiels intéressants. Puis de le faire au niveau national, puis au niveau international. J'étais très, très fier de participer du coup à la rédaction de ces référentiels et en particulier de la norme ISO 56002, système de management de l'innovation, qui a été publiée en 2019, auquel j'ai beaucoup contribué. On arrive aujourd'hui sur un référentiel qui permet, je crois, de révéler le métier. Vraiment, j'ai évolué sur cette vision-là, de me dire que ce qui était important aujourd'hui, c'était de structurer le métier de responsable innovation dans les entreprises. L'innovation est un mot qui a été beaucoup utilisé dans plein de sens. Et on en vient à ne plus savoir quel est le métier d'un responsable innovation, qu'est-ce qu'il doit faire et quelles devraient être ses missions. Et je crois que cette norme ISO est importante parce qu'elle va nous permettre de structurer ce métier et de montrer qu'un responsable innovation, il n'est pas responsable de faire des belles innovations, enfin de la réussite de ces innovations. Il est plus responsable dans une organisation, de mettre en place des conditions qui vont être favorables au développement de l'innovation par tous et de façon collective, collaborative, etc. Et je crois que ça serait une belle contribution, que ce référentiel-là permette de faire comprendre que innover, c'est rendu possible par le fait de mettre en place un système, une organisation qui soit favorable à l'émergence et au développement d'innovation. Ça t'a pas semblé un petit peu bizarre de vouloir normaliser, cadrer l'innovation? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on imposait des contraintes dans un monde, au contraire, qui tente de challenger un petit peu le statu quo et s'affranchir des contraintes? C'est pas le cadrer, c'est l'organiser. Très rapidement, quand je discute avec des gens qui me disent on peut pas encadrer, structurer, normaliser l'innovation, etc. En fait, quand on discute très rapidement, on donne des exemples en disant mais est-ce que vous croyez pas que faire du réseau, s'ouvrir, rencontrer des gens, c'est important pour augmenter ses chances d'innover? Et systématiquement, on répond oui. Est-ce que vous ne croyez pas que vérifier un certain nombre de choses quand on lance un projet, de s'intéresser à des problématiques techniques, mais aussi à la notion d'usage, c'est important? Si. Est-ce que vous ne croyez pas que la veille, c'est quelque chose, la veille ou la créativité, etc., sont des composantes importantes pour une dynamique d'innovation? On répond là encore oui. Je dis donc
Vous voyez que finalement, on arrive en quelques minutes à se rendre compte qu'on met un cadre autour de ça. On nomme un certain nombre d'activités qui sont favorables à cette approche d'innovation. Au sein de l'ISO, c'est ce qu'on défend, c'est ce niveau de structuration-là, cette liste de bonnes pratiques-là, sans pour autant dire de manière normée qu'il faut réaliser une séance de créativité tous les 15 jours, etc. C'est pas l'objet. Une norme n'est pas forcément quelque chose qui comporte des exigences, on se fait auditer, on applique un modèle à la lettre, etc. Dans le cas de ces normes sur le management de l'innovation, on est sur des normes de recommandation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des normes de recommandation qui donnent des guides, dire que voilà, si on a envie de structurer sa démarche d'innovation, on peut s'intéresser à ci, on peut s'intéresser à ça, on aurait probablement intérêt à faire ceci ou cela, sans pour autant donner une recette miracle pour mettre en place une dynamique d'innovation. Elle nous donne des recommandations, elle liste un certain nombre de thématiques, d'axes qui sont importants pour venir augmenter les chances d'innover au sein d'une organisation. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler sur ces normes-là? Énormément de choses. Alors, premier élément fort, c'est je crois que j'avais à peu près 25 ans de moins que la moyenne d'âge du comité. Premier élément, c'est que la plupart des gens qui étaient là, moi, j'arrivais avec une volonté de dire, voilà, il y a des outils, des méthodes, des choses qui viennent de la recherche, il y a de la science derrière l'innovation. On ne peut pas baser les conseils en innovation que sur l'expérience, etc. Ma légitimité en termes d'expérience était assez réduite, puisqu'effectivement, j'avais 25 ans d'expérience en moins que les autres. En revanche, j'avais cette relation avec un laboratoire, ce côté, le fait d'avoir été formé au management d'innovation dès mon école, etc. Et puis les quelques années d'expérience que j'avais malgré tout quand j'ai démarré, me permettaient d'être légitime sur le volet connaissances et sur le volet sciences que n'avaient pas les autres. Et il a vraiment fallu que je fasse ma place là-dedans parce qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient autour de moi, qui étaient dans des postures. C'est vraiment un jeu de posture, hein. L'ISO, c'est un environnement particulier parce que les gens qui sont là sont toujours présentés comme les experts, des experts, etc. Et il y a une certaine fierté des différents participants, une bonne opinion d'eux-mêmes et de leurs expertises. Il fallait que je fasse ma place en tant que jeune. On apprend le lobbying, on apprend l'influence, on apprend à faire passer les idées, à accompagner finalement la rédaction de ces référentiels-là. Et je crois qu'on est arrivé, in fine, à quelque chose de, de plutôt générateur de valeur pour les entreprises et au-delà. Donc c'est une bonne chose. Mais ça a été, j'ai aussi découvert le temps, hein. Rédiger une norme, ça prend 4 ans en moyenne. 4 ans où on se bat sur des mots pour écrire des choses. C'est une organisation assez particulière quand on travaille à 40, 50 experts venus de partout dans le monde sur la définition de l'innovation. Par exemple, on se rend compte que culturellement, il y a des écarts énormes. La définition donnée par les Chinois n'était pas du tout la définition que nous, Français, pouvions considérer au départ. Et donc, on doit travailler dans le consensus, respecter ces différentes visions, comprendre que personne n'a la vérité absolue, mais on cherche à faire un guide utile pour tout le monde. Il faut donc qu'il soit compris par tout le monde et que chacun fasse un pas vers l'autre dans le consensus. Donc, voilà, une belle expérience, des surprises sur la manière dont ça fonctionne, des surprises sur les experts présents parfois, mais au final, beaucoup d'apprentissage et la fierté d'avoir contribué à quelque chose qui, je crois, sera utile. Quel est le retour sur investissement que tu vois dans ta participation à la norme? Oh alors, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps. C'est aussi, quand on participe à des travaux ISO, en tout cas quand, pour les Français, puisqu'on n'est pas subventionné pour le faire, c'est aussi un investissement financier assez conséquent. Ce que j'en retire en termes de valeur, on va faire comme quand on parle de la valeur d'une innovation, on voit la valeur au sens large. Le bénéfice financier, c'était pas la première motivation. L'apprentissage, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai aussi, encore une fois, l'impression d'avoir participé à quelque chose d'utile et je serais tellement fier si effectivement ces référentiels pouvaient aider le développement des économies et peut-être plus responsable aussi pour l'avenir, d'innover, mais peut-être un petit peu différemment de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Au-delà de ça, bien entendu, moi, mon métier, c'est de proposer des outils et méthodes à des structures qui accompagnent à l'innovation. Norme ISO en elle-même est un outil pour faire évoluer les pratiques de l'accompagnement en innovation. C'est un argument commercial que de le maîtriser pour avoir participé à son écriture. J'ai décidé d'en faire quelque chose, c'est que j'ai conçu aujourd'hui un serious game, un jeu de plateau, qui est basé sur ce référentiel-là et qui a vocation à accompagner le développement de la capacité à innover des organisations, le développement de leur système de management de l'innovation. Ça m'a permis de concevoir un produit sur une base reconnue, qui est la base de cette ISO. Le jeu s'appelle l'année de l'innovation et le principe, c'est de jouer sur 12 mois
un tour de jeu représentant un mois dans la vraie vie. Sur 12 mois, on va initier et développer un système de management d'innovation. Donc, on va mettre en place chaque mois des pratiques favorables au développement d'innovation et le jeu va nous permettre de visualiser l'impact de la mise en place de ces activités sur la production d'innovation au sein de l'entreprise. Donc, on arrivera à voir, en mettant en place un certain nombre d'activités, si on arrive à développer plus de projets, à les faire aller plus vite. Donc, il permet vraiment de rendre concret cette notion assez abstraite de système de management d'innovation en ayant un outil à travers le jeu qui permet de matérialiser ça et de voir les choses concrètement. Donc, ça s'appelle l'année de l'innovation et Ce jeu, il est à destination de qui? les cibles sont assez multiples finalement, notamment au sein des grandes entreprises, l'ensemble des réseaux d'animateurs innovation qui structurent un peu partout. On a vraiment les grands groupes qui, alors ils ont parfois des référents, des animateurs, des relais, chacun a un peu sa terminologie, preuve d'ailleurs que les choses ne sont pas tout à fait posées, mais chacun a sa terminologie pour parler de ces animateurs, de ces gens qui doivent accompagner le développement d'innovation dans l'organisation. Et ce jeu s'adresse notamment à eux pour leur faire comprendre, les aider à positionner leur métier et à se rendre compte effectivement que leur métier à eux n'est pas d'innover, mais de mettre en place l'organisation qui permettra d'eux. Donc j'ai une première cible vers les grandes entreprises qui voudraient former leur réseau, leur responsable innovation finalement à cette notion de système et envisager pourquoi pas la mise en place un peu plus formelle de des activités de cette norme. J'ai une deuxième cible envers les structures, encore une fois les structures d'accompagnement à l'innovation, pour qu'elles aussi utilisent le jeu et un support pour accompagner leurs propres clients, que ce soit des grands groupes elles aussi, ou des PME, des ETI, des structures qui ont aussi besoin d'être accompagnés et de comprendre ces thématiques-là. Et puis un troisième volet avec les étudiants, qui sont les étudiants, les futurs managers, pour les former aussi à ces notions plus larges et les aider à prendre un peu de recul sur ce qu'est l'innovation dans l'organisation et qu'ils arrêtent de penser que à l'échelle du projet, mais qu'ils pensent un peu à l'échelle de l'entreprise, du système, aussi leurs accompagnements. Finalement, donc, sur les grandes entreprises, je parle d'entreprises qu'on vise, j'utilise le mot entreprise, mais je me suis rendu compte aussi, j'ai largement, sur cette dernière année, beaucoup élargi mon spectre de clients en ayant aussi beaucoup de collectivités ou de structures qui sont pas nécessairement des entreprises à proprement parler, mais tout un tas de services publics qui s'intéressent aussi à cette notion d'innovation qui était assez obscure pour elles parce que trop souvent associé au monde des startups dans la communication habituelle, courante, notamment des médias, etc. Et qui voit en fait derrière cette notion d'ISO 56002 une opportunité de se rapprocher de quelque chose qu'ils connaissent. C'est-à-dire que autant l'innovation leur paraît un peu inaccessible, autant la notion de normes, ils y sont tués dans ces grandes entreprises et ces services publics. Voilà, en voyant ISO, ils se disent finalement c'est peut-être pour nous, même s'il y a marqué innovation. Donc j'ai aussi des clients du jeu et des clients d'innovation d'une façon globale qui sont des structures de services publics, et je pense en particulier par exemple à une organisation qui a dû largement innover ces derniers mois avec les caisses primaires d'assurance maladie qui ont dû réinventer complètement leur manière de travailler, leur offre de services, etc. avec ces problématiques du Covid. Et donc voilà le type de structures qui sont elles aussi intéressées, plutôt habituées à l'ISO 9001 et à ses processus, etc. et qui voient du coup dans l'ISO 56002 une opportunité de se rapprocher de l'innovation en s'appuyant sur cette logique de normalisation qui leur est plus habituelle. C'est très intéressant de voir les retours de tes clients concernant la norme ISO 56002. Est-ce que ça leur a permis de changer de point de vue? Ils s'ouvrent à la notion d'expérimentation. C'est des structures qui, souvent, effectivement, sur ces organisations de services publics, etc., il n'y a pas d'état intermédiaire. C'est le côté conception, cycle en V de quelque chose et on maîtrise tout et quand on le déploie de façon massive, etc. Et une des approches, c'est que sur cette notion d'innovation, la première chose à travailler souvent, c'est le côté tester. Développer quelque chose en plus petit pour commencer à proposer un nouveau service, par exemple, une nouvelle organisation, et le tester à une plus petite échelle, commencer à le faire tourner, en tirer de la valeur, avant d'envisager un passage à l'échelle différent. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'ils apprennent parfois à replacer, au lieu de s'interroger sur la notion de risque, parce que les risques, quand on déploie au niveau national quelque chose de très gros, d'un service très complexe, etc., le risque est très important pour la structure et ils oublient parfois l'opportunité que ça représenterait de le faire. Alors que quand on raisonne en local, en plus petit, à l'échelle d'expérimentation, au démarrage, ils oublient un peu plus cette notion de risque et voient plus l'opportunité de tester quelque chose. En rajoutant cette étape intermédiaire d'expérimentation, ils arrivent à faire passer la notion d'opportunité avant la notion de risque et donc à s'autoriser un peu plus à rêver et à tenter des choses. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'Ampoule. Pour ne pas manquer les suivants,
abonnez-vous et puis soyez généreux. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast. À très bientôt.